Il y a des gestes que l'on fait sans vraiment y penser, des traditions qu'on perpétue sans se demander pourquoi. Par exemple, pourquoi l'annulaire est-il le doigt de l'alliance? Pourquoi ce n'est pas l'index, le pouce ou le majeur? Certains disent que c'est une coutume héritée des anciens Romains. D'autres y voient une superstition romantique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce détail symbolique se cache un message bien plus profond. Un message que notre inconscient connaît, même si notre esprit refuse de l'admettre. Et si je te disais qu'à travers ce simple doigt se révèlent des vérités silencieuses sur ta façon d'aimer, de souffrir et de répéter les mêmes histoires? Ce serait fou, non? Pourtant, de nombreuses philosophies et traditions psychologiques, notamment celle de Carl Jung, affirment que rien n'est anodin dans les symboles qui nous entourent et que le corps, à sa manière, raconte ce que l'esprit tente d'oublier. Nous vivons dans une époque où l'amour est devenu une quête effrénée. Les applications de rencontres se multiplient, les relations se consomment à la vitesse d'un swipe et chacun tente de trouver chez l'autre un antidote à sa solitude. Mais personne ne se demande vraiment: d'où vient ce vide que je cherche tant à combler? Que signifie ce manque insistant? Est-ce vraiment l'amour qu'on poursuit? Ou une tentative désespérée de guérir quelque chose qu'on a laissé en suspens depuis trop longtemps? Aujourd'hui, je veux t'inviter à plonger dans cette zone trouble qu'on préfère éviter. Celle où résident les blessures anciennes, les promesses trahies, les absences qui laissent des marques et les histoires d'amour qu'on répète à l'infini sans comprendre pourquoi. Parce qu'au fond, ce n'est peut-être pas l'amour qu'on cherche, c'est la paix. Et parfois, pour l'atteindre, il faut oser se regarder autrement. Alors, avant de continuer, prends un instant et regarde ton annulaire. Pas comme un simple doigt, mais comme un symbole. Car c'est peut-être là, dans ce geste silencieux, que tout commence. Imagine un enfant dans une cour de récréation. Il court, rit, tombe, se relève. Mais un jour, il tend la main vers quelqu'un et se heurte à l'indifférence. À ce moment précis, quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un drame. C'est une trace silencieuse qui reste. Et cet enfant, devenu adulte, continuera peut-être à tendre la main, encore et encore, espérant qu'un jour, quelqu'un le saisira vraiment. C'est ainsi que naissent nos schémas affectifs. Pas dans les grandes histoires d'amour, mais dans ces minuscules instants qu'on oublie consciemment, mais qui restent gravés dans la mémoire émotionnelle. Jung appelait cela l'inconscient personnel. Un espace où s'accumulent toutes ces blessures, peurs et croyances qu'on n'a jamais osé affronter. Et c'est depuis ce lieu secret qu'on choisit, sans le savoir, les personnes qui vont traverser notre vie. Pas forcément celles qui nous conviendraient, mais celles qui viennent rejouer cette vieille pièce dont on connaît déjà la fin. Le problème, c'est qu'on confond souvent attachement et amour. On croit aimer alors qu'on s'accroche. On croit désirer alors qu'on fuit le vide. Prenons l'histoire de Léo. Un homme charismatique, drôle, entouré d'amis, avec qui tout le monde voulait passer du temps. Mais dès qu'une relation devenait sérieuse, il sabotait tout. Il disparaissait, se montrait froid ou trouvait des prétextes absurdes. En réalité, Léo n'avait jamais vraiment guéri de l'abandon de sa mère quand il avait 10 ans. Il se jurait depuis de ne plus jamais souffrir de cette absence. Mais en fuyant l'intimité, il reproduisait le même schéma, celui d'être seul. Et combien de personnes font comme lui sans même en être conscientes? Combien se sentent attirés par des partenaires distants, inaccessibles, émotionnellement absents, simplement parce que cela leur rappelle inconsciemment ce qu'ils ont connu enfant,
ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin. C'est la mémoire affective qui agit en silence. Tant que cette mémoire reste dans l'ombre, elle dirige nos choix. Tant qu'on ne prend pas le temps de se demander « Pourquoi est-ce que je répète cette histoire ?» on reste piégé dans ce cycle. Et c'est là que le symbole de l'annulaire prend tout son sens. Ce doigt qu'on orne d'une alliance, souvent sans comprendre que ce geste répète peut-être une promesse ancienne, celle de combler un vide, de réparer une blessure ou de prouver qu'on est digne d'être aimé. Mais aimer n'a jamais été censé être un combat pour mériter. Aimer, c'est offrir et se recevoir. C'est exister pleinement avec ses failles, ses blessures et son passé. Et c'est précisément ce que nous refusons de faire tant que nous n'avons pas affronté nos ombres. Tant qu'on continue de croire que l'autre viendra guérir ce qu'on refuse de regarder en nous. Dans la prochaine partie, on explorera comment ces blessures se manifestent dans nos relations modernes. Et pourquoi, même entourés de gens, beaucoup vivent cette sensation étrange d'être seuls à deux. Parce que ce n'est pas l'amour qui nous manque, c'est le courage d'aimer sans déguiser ses cicatrices. Il y a une étrange douleur que peu de gens savent nommer. Celle qu'on ressent non pas quand on est seul, mais quand on est avec quelqu'un et qu'on se sent invisible. Assis à côté de l'autre, le cœur ailleurs. Les mots échangés sans profondeur. Les gestes mécaniques. Le lit partagé, mais une distance plus vaste qu'un océan. C'est un mal silencieux, insidieux, et c'est probablement l'une des souffrances les plus répandues de notre époque. On ne manque pas de compagnons, d'amants, de partenaires, mais on manque cruellement de liens réels, de ces connexions où l'on ose se montrer sans filtre, où l'autre ne cherche pas à nous corriger, mais à nous comprendre. Et si c'est si rare, ce n'est pas par malchance, ni parce que les bonnes personnes n'existent plus. C'est parce que nous n'avons jamais appris à être nous-mêmes dans la relation. Carl Jung disait que ce que nous ne réglons pas en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Alors, on attire inconsciemment des partenaires qui réveillent nos blessures plutôt que de les apaiser. On se rapproche de ceux qui nous rappellent nos parents absents, nos anciens chagrins, nos frustrations d'enfance. Et on se raconte que cette fois-ci, ce sera différent. Prenons l'exemple de Karine. 38 ans, indépendante, brillante, passionnée par son métier. Mais dans sa vie sentimentale, toujours la même histoire. Des hommes indisponibles, insaisissables. Des relations intenses au début, qui s'effritaient dès qu'elle commençait à s'attacher. Karine avait appris à croire qu'elle était trop exigeante, trop entière. Mais la vérité, c'est qu'elle reproduisait un vieux schéma, celui de son père, toujours absent, qui n'avait jamais su lui accorder le regard qu'elle attendait. Alors, chaque fois qu'un homme montrait des signes d'éloignement, c'était comme un écho du passé. Et elle s'accrochait, non pas par amour, mais par peur de revivre cet abandon. Et c'est exactement ce qu'on fait tous, à des degrés divers. On confond présence et validation. On croit que l'autre doit combler ce qu'on refuse d'habiter en nous-mêmes. Alors, on s'ajuste, on se censure, on se tait. On laisse passer les remarques blessantes, les absences, les oublis. Parce qu'au fond, on ne veut pas être celui ou celle qu'on quitte. Le problème, c'est qu'à force de se renier, on devient un étranger pour soi-même. On s'oublie tellement qu'on finit par accepter des relations où on ne se sent même plus exister. Et c'est ainsi que naît cette solitude à deux, ce sentiment de vide au milieu de la proximité. Parce qu'on ne peut pas être comblé par quelqu'un quand on a abandonné des parts essentielles de soi pour le garder. Et il faut avoir le courage de l'admettre. Parfois, ce n'est pas l'autre qui nous déçoit, c'est nous qui nous trahissons en silence.
On laisse nos besoins non exprimés. On ne dit pas quand ça fait mal. On n'avoue pas quand on aimerait plus de tendresse, de présence, de vérité. Et à force de compromis, on transforme l'amour en tolérance et la passion en routine. Dans ce contexte, l'annulaire devient un symbole tragique, un doigt qu'on orne d'une alliance, parfois plus pour apaiser l'angoisse d'être seul que pour célébrer un amour réel. Une bague posée non pas comme un engagement sincère, mais comme un talisman contre le vide intérieur. Et c'est là toute la complexité de l'amour. Il ne guérit pas les blessures qu'on refuse de regarder. Il ne remplit pas les espaces qu'on ne veut pas habiter. Il vient, au mieux, révéler ce qui doit être soigné. Et tant qu'on ne fait pas ce travail intérieur, on reste condamné à chercher chez l'autre une réponse qu'il ne peut pas nous offrir. C'est pourquoi tant de relations échouent, non pas à cause de l'autre, mais à cause de soi. Non pas parce que l'amour n'est plus là, mais parce qu'il n'a jamais eu la place d'exister pleinement, étouffé par les peurs, les attentes irréalistes, les blessures mal cicatrisées. Dans la prochaine section, je te propose qu'on explore ce que cela implique concrètement. Comment repérer les schémas qu'on reproduit? Comment comprendre la différence entre aimer et s'attacher? Et surtout, comment commencer à aimer autrement? Sans masque, sans exigences étouffantes, sans chercher à être sauvé. Car c'est peut-être là, dans cet espace brut et vulnérable, que se cache le véritable amour. Il existe un moment dans la vie de chacun où l'on se retrouve face à un choix silencieux. Ce n'est pas une scène dramatique comme dans les films, pas un cri sous la pluie, ni une déclaration sur le quai d'une gare. C'est un instant discret, souvent en pleine nuit, quand plus personne ne regarde et qu'on sent en soi ce vertige étrange. Continuer comme avant ou oser faire autrement. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de quitter quelqu'un qui nous fait du mal. Ce n'est pas de tirer un trait sur une histoire bancale. Le plus dur, c'est d'accepter qu'on a laissé cette situation durer si longtemps. C'est de réaliser qu'on s'est oublié pour tenir debout un amour qu'on savait déjà condamné. Et c'est là que la peur surgit. Qui suis-je si je ne suis plus celui qui s'accroche? Que reste-t-il de moi quand je ne joue plus ce rôle que je connais par cœur? Carl Jung disait que tout ce que l'on refuse de conscientiser en nous finit par se transformer en destin. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos histoires d'amour. On croit que c'est le hasard, la malchance, les autres qui nous déçoivent. Mais bien souvent, c'est nous qui, fidèles à nos blessures, allons chercher inconsciemment ce qui va les raviver. Prenons l'histoire de Malik. 45 ans, séparé depuis 5 ans, 2 enfants. À chaque nouvelle rencontre, il tombe amoureux de femmes qui, sous des dehors lumineux, finissent par se montrer inaccessibles, fuyantes, distantes. Et chaque fois, Malik vit la même chose. Il s'investit à corps perdu, fait 1000 concessions, s'efface pour que l'autre reste. Puis, fatalement, elle s'éloigne. Et lui s'effondre. Il croit qu'il est maudit, incapable de trouver la bonne personne. Mais en vérité, Malik rejoue à chaque fois le même scénario. Celui de l'enfant de 8 ans qui attendait dans le couloir qu'une mère absente vienne le chercher. Et nous sommes nombreux à faire comme Malik. On ne vit pas des relations. On vit des répétitions. Le nom change, le visage aussi. Mais la sensation, elle, reste la même. Ce vide au creux de la poitrine. Cette impression d'être de trop ou de ne pas être assez. Alors, comment sortir de ce cercle infernal? Comment briser ces chaînes invisibles qui nous attachent aux mêmes histoires? La première étape, c'est d'oser regarder en face ce qu'on a fui pendant des années. D'admettre qu'on n'a jamais réellement appris à s'aimer.
qu'on a confondu amour et besoin, attachement et dépendance, relation et refuge. Il faut aussi accepter que certaines personnes qu'on a aimées n'étaient pas destinées à rester et que ce n'est pas un échec, c'est un passage, un enseignement, une étape qui devait nous montrer ce que l'on refusait de voir en soi. C'est à cet endroit qu'intervient un point fondamental. Apprendre à poser des limites, savoir dire non, refuser de s'oublier, renoncer à vouloir mériter l'amour de l'autre en se sacrifiant. C'est un processus inconfortable, parce que quand on commence à poser des limites, on perd des gens. Mais ce qu'on gagne, c'est soi. Et c'est là que le symbole de l'annulaire redevient précieux. Non pas comme le doigt de la promesse faite à l'autre, mais comme celui de l'engagement pris envers soi-même. Cette bague imaginaire qu'on se passe pour se rappeler qu'on mérite un amour où l'on peut être entier, où l'on n'a pas à se réduire pour tenir dans la main de l'autre. À partir de là, quelque chose bascule. On cesse de mendier de l'affection. On arrête de se justifier. On accepte de rester seul le temps qu'il faut. Non plus comme un échec, mais comme un choix. On découvre qu'il y a plus de paix dans la solitude assumée que dans la compagnie de quelqu'un qui ne nous voit pas vraiment. Et c'est dans ce vide retrouvé que l'amour véritable peut enfin apparaître. Pas celui qui vient combler un manque, celui qui naît d'une plénitude. Quand on n'attend plus que l'autre soit parfait, quand on accepte qu'il soit aussi cabossé que nous, quand l'amour cesse d'être une stratégie pour éviter sa douleur et devient un espace où deux êtres peuvent se rencontrer, sans masque, sans attente démesurée. Dans cette quête, tu peux t'autoriser à être maladroit, hésitant, fragile. L'essentiel, c'est d'avancer, un pas après l'autre, de te libérer, non pas des autres, mais de ces vieux récits que tu portes depuis trop longtemps. De te rappeler à chaque fois que tu regardes ton annulaire que la seule promesse vraiment sacrée que tu peux faire dans cette vie, c'est celle de ne plus jamais t'abandonner. Et ça, c'est le premier vrai geste d'amour. On a souvent cette idée étrange que l'amour véritable, c'est trouver quelqu'un qui nous complétera, une moitié d'âme perdue qu'on cherche dans le regard de l'autre, un abri contre le vide, un refuge contre la peur. Et c'est cette croyance qui, paradoxalement, nous éloigne le plus de l'amour réel. Car tant qu'on attend qu'une personne extérieure nous sauve de nous-mêmes, on devient prisonnier de ce besoin. L'amour devient une béquille et non une rencontre. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à faire autrement. Très tôt, on nous a conditionnés à chercher l'approbation. On a appris à être aimé en étant sage, performant, amusant, discret ou brillant. On s'est adapté, on a mis des masques. Et à force de jouer un rôle pour mériter l'attention, on a oublié qui on était vraiment en dehors du regard de l'autre. Carl Jung insistait sur ce point. La plus grande tâche de l'être humain n'est pas de trouver l'amour, mais de se trouver lui-même. Car c'est en devenant entier qu'on peut aimer autrement. Non plus pour être validé, mais pour partager. Non plus par peur d'être seul, mais par envie d'être à deux sans se perdre. Regarde l'histoire de Lydia. 50 ans, 3 divorces derrière elle, et cette sensation constante de passer à côté de sa vie. Pendant des années, elle avait cru qu'aimer signifiait tout donner, se sacrifier pour que l'autre reste, accepter l'inacceptable pour éviter la rupture. Elle croyait que l'amour exigeait de la patience, de l'indulgence et beaucoup de silence. Jusqu'au jour où, face à son reflet dans le miroir, elle a prononcé cette phrase qu'elle n'avait jamais osé se dire. « Et moi, qui m'aime ?» Ce fut le début d'une métamorphose, non pas spectaculaire, pas de voyage à Bali, pas de retraite spirituelle ou de tatouage symbolique,
Juste le courage de commencer à dire non, à se demander ce qu'elle voulait vraiment, ce qui la faisait vibrer, ce qu'elle avait trop longtemps renoncé à être pour correspondre. Et petit à petit, Lydia a réappris à se choisir. C'est exactement ce que beaucoup fuient dans l'amour. Cette confrontation à soi-même. Car aimer sans s'oublier demande du courage. Celui de dire « Voilà qui je suis, avec mes peurs, mes envies, mes blessures et ma lumière. » Et d'accepter que l'autre puisse partir, que tout le monde ne sera pas capable de rester face à cette authenticité. Mais ceux qui resteront, eux, aimeront vraiment. La plupart des relations échouent, non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce qu'elles sont fondées sur des attentes irréalistes. On attend que l'autre nous rassure, nous répare, nous complète. Et quand il échoue à le faire, car il échouera inévitablement, on lui en veut. On oublie qu'il est aussi en lutte avec ses propres ombres. Jung disait qu'aimer, c'est voir l'autre tel qu'il est, sans illusion. Et ce n'est possible que quand on a appris à se voir soi-même de la même manière. Car sinon, on projette sur l'autre ses manques, ses blessures, ses fantasmes. Et c'est ce qui rend les relations si lourdes. Deux inconscients qui s'affrontent en silence. Il y a une liberté immense à comprendre ça, à réaliser qu'on n'a pas à être parfait pour être aimé, qu'on n'a pas à tout comprendre, tout gérer, tout donner. On a simplement à être vrai, à s'aimer assez pour ne plus accepter ce qui blesse, à se respecter assez pour s'éloigner quand il le faut, à se connaître assez pour reconnaître quand une relation est un miroir toxique et non un espace de croissance. Et c'est souvent quand on commence à se choisir que l'amour qu'on mérite vraiment apparaît. Pas celui qui rassure, mais celui qui élève. Pas celui qui apaise momentanément, mais celui qui accompagne sans étouffer. Cet amour-là ne s'obtient pas en cherchant frénétiquement. Il arrive quand on cesse de quémander et qu'on commence à créer cet espace en soi. Alors, regarde à nouveau ton annulaire, pas pour y imaginer une alliance, mais comme un rappel de ce pacte silencieux, celui de ne plus jamais te perdre pour être aimé. Car à partir de ce moment-là, chaque relation devient un choix et non une urgence. Et c'est dans cette tranquillité qu'on découvre enfin ce qu'aimer veut dire. Il y a une chose qu'on ne nous apprend pas. Ce n'est pas parce que tu ressens de l'amour pour quelqu'un que cette personne est faite pour rester dans ta vie. On confond trop souvent intensité et compatibilité. On croit qu'une connexion soudaine, un frisson, un regard appuyé sont des signes de destin. Mais parfois, c'est juste la reconnaissance inconsciente de deux blessures qui se croisent et se saluent. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on vit l'amour comme un piège. On se laisse emporter par des histoires qui nous brûlent, plus qu'elles ne nous élèvent. Et le pire, c'est qu'on s'y attache, persuadé qu'il y a là quelque chose à sauver. Mais l'amour n'est pas un terrain de réparation. C'est un espace de rencontre. Et pour qu'il existe vraiment, il faut cesser de confondre émotion et engagement. Je me souviens de cet homme, Mathis, 48 ans, divorcé depuis peu. Il me racontait à quel point il avait aimé sa femme. Il disait « Je l'aimais tellement, mais je ne pouvais pas respirer avec elle. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume ce que tant de personnes vivent. Elles aiment sincèrement, mais cet amour est étouffant, basé sur la peur, la possession, le contrôle ou l'évitement, pas sur la liberté d'être soi. Et c'est là que Carl Jung intervient une nouvelle fois. Il disait que nous attirons ce dont nous avons besoin pour grandir, pas ce qui nous arrange. Et souvent, ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à nous choisir dans l'amour, pas dans l'égoïsme, mais dans la conscience.
Parce qu'il existe deux manières d'aimer. La première, c'est aimer depuis le manque. C'est chercher chez l'autre ce qu'on refuse de s'offrir. C'est s'accrocher à des relations bancales, accepter des miettes, tolérer l'indifférence ou l'irrespect, parce qu'au fond, on ne se croit pas digne de mieux. La seconde, c'est aimer depuis la plénitude. C'est savoir qu'on est complet avec ou sans l'autre. C'est choisir d'aimer non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on en a envie. C'est refuser de troquer sa paix contre une illusion de compagnie. C'est rester seul quand personne ne mérite encore d'entrer. Et cette posture change tout. Car dès lors qu'on cesse de faire de l'amour une quête frénétique, il cesse d'être un piège. Il devient un espace où l'autre peut être libre, et où toi aussi tu restes libre. Où il n'y a plus d'urgence, plus de peur panique de perdre, plus de jeu d'apparence. Regarde bien les relations autour de toi. Combien de gens restent ensemble, non par amour, mais par habitude, par peur de vieillir seul, par pression sociale? Combien acceptent des relations tièdes pour éviter le vide? Combien se résignent à être à moitié heureux plutôt que de tout perdre? Et surtout, combien se mentent à eux-mêmes en prétendant que tout va bien? Le véritable amour ne ressemble pas au scénario qu'on nous vend dans les films. Il est imparfait, il secoue, il oblige à se regarder dans le miroir. Il exige qu'on soit vrai, même quand c'est inconfortable. Et il commence toujours par ce choix radical, celui de ne plus se trahir. Alors prends un instant, ferme les yeux et pense à toutes ces fois où tu es resté dans des relations qui te consumaient, à ces silences que tu as avalés, à ces concessions que tu as faites sans jamais qu'on te les demande, par peur qu'on s'éloigne, à ces fois où tu t'es éloigné de toi-même pour garder l'autre près de toi. Et demande-toi, est-ce vraiment ça, l'amour que je mérite? Ou est-ce simplement celui que j'ai appris à tolérer? Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer autrement. Il n'est jamais trop tard pour dire stop au vieux schéma, pour refuser ce qui ne nourrit pas, pour réclamer un amour qui ne te demande pas de te diminuer. Celui qui te voit entier, avec tes zones d'ombre et de lumière, et qui reste, non pas par besoin, mais par choix. Parce que c'est ça, au fond, l'amour adulte et conscient. Non pas une dépendance, pas une addiction, pas une fuite, mais un choix réciproque de se choisir chaque jour. Et ce choix, il commence là, maintenant, à l'intérieur de toi. Alors, à chaque fois que tu croiseras ton reflet, à chaque fois que tu regarderas ton annulaire, bague ou non, rappelle-toi cette promesse, celle de ne plus jamais te quitter pour rester avec quelqu'un. Et à partir de là, tout change.